Ma belle-mère a secrètement fait faire un test ADN à mes 3 enfants et m'a traité de déchet lorsqu'elle a découvert que l'aînée n'était pas celle de mon mari. Mais elle aurait dû attendre de connaître la vérité. Je m'appelle Laura, j'ai 43 ans, et je suis mariée à Davis, 46 ans, depuis 23 ans. Nous avons 3 enfants, Angie, 17 ans, Jacques, 15 ans, et Samy, 8 ans. Il y a 2 nuits, ma belle-mère Karen, 68 ans, nous a invités à dîner pour ensuite lâcher une bombe qui a brisé la paix de notre famille. Davis et moi avons lutté pendant des années pour avoir notre premier enfant. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous nous sommes mariés à 22 ans et avons immédiatement commencé à essayer d'avoir un enfant. Mois après mois, rien ne se passait. Après 3 ans, nous sommes allés voir un spécialiste de la fertilité qui m'a diagnostiqué avec un syndrome des ovaires polykystiques. Le médecin m'a prescrit des médicaments pour m'aider à ovuler régulièrement. À l'époque, la fécondation in vitro n'était pas une option pour nous car nous étions tous deux en début de carrière et n'avions pas les moyens financiers. Les médicaments ont semblé fonctionner. Mon cycle s'est régularisé et le médecin nous a conseillé de suivre mes périodes d'ovulation et de programmer les tentatives en conséquence. Pour la première fois depuis des années, nous étions pleins d'espoir. Puis une tragédie est survenue. Davis travaillait de nuit dans un entrepôt. Son frère Mike venait souvent le chercher car nous n'avions qu'une seule voiture. Un soir d'avril, pendant que Davis travaillait, quelqu'un est entré par effraction chez nous. J'étais seule, en train de regarder la télévision dans notre chambre, lorsque j'ai entendu une vitre se briser au rez-de-chaussée. Avant que je puisse appeler la police, un homme masqué est entré dans notre chambre avec un couteau. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'ai essayé d'oublier pendant des années. L'homme a cambriolé la maison mais m'a aussi agressé sexuellement. Après son départ, j'ai appelé la police. Ils ont pris ma déposition et je suis allée à l'hôpital. L'infirmière m'a donné une contraception d'urgence. Je l'ai prise, même si je savais qu'elle pouvait interférer avec mes traitements de fertilité et notre projet d'avoir un enfant. Je n'avais pas d'autre choix. La police n'a jamais retrouvé l'agresseur et l'affaire a été classée. J'ai tenté de continuer ma vie. 3 mois après l'agression, j'ai commencé à me sentir mal tous les matins. J'ai perdu l'appétit et me sentais déprimée en permanence. J'ai cru que c'était une dépression post-traumatique. Davis m'a suggéré de faire un test de grossesse, au cas où. Je l'ai fait sans m'attendre à rien, mais le test était positif. Nous avons pensé que les médicaments avaient enfin fonctionné. Lors du premier rendez-vous, le médecin a réalisé une échographie et m'a dit que j'étais enceinte de 15 semaines, pas de 8 semaines comme nous le pensions. La date correspondait exactement à celle de l'agression. J'avais eu des saignements irréguliers après avoir pris la pilule du lendemain, que j'avais confondue avec mes règles, ce qui avait faussé notre calendrier. Davis et moi avons eu une longue et douloureuse conversation ce soir-là. J'ai proposé d'interrompre la grossesse, mais aucun de nous ne le voulait. Nous avions vu notre bébé à l'échographie. C'était notre enfant, peu importe la façon dont il avait été conçu. Nous avons fait un pacte, nous élèverions cet enfant comme le nôtre. Davis a dit que la biologie lui importait peu, il serait le père de ce bébé à tous égards. Nous avons décidé de ne pas faire de test de paternité. Nous dirions la vérité à notre enfant lorsqu'il serait assez grand et il déciderait lui-même s'il voulait en savoir plus. 9 mois plus tard, Angie est née. Elle était parfaite. Davis a coupé le cordon ombilical et l'a tenue en premier. Personne n'aurait pu l'aimer davantage. 1 an plus tard, je suis tombée enceinte de Jacques très rapidement, ce qui a renforcé notre espoir qu'Angie soit peut-être la fille biologique de Davis malgré le calendrier. Samy est arrivé 7 ans après Jacques. Il y a 2 ans, la police m'a appelé. Ils avaient arrêté l'homme qui m'avait agressé. Son ADN correspondait à des preuves de plusieurs affaires non résolues, y compris la mienne. L'année dernière, il a finalement été condamné. J'ai fait une déclaration au tribunal. Davis était à mes côtés. Nos enfants les plus âgés savaient que j'avais été agressée avant la naissance d'Angie mais ne connaissaient pas tous les détails ni que l'agression pouvait être liée à la conception d'Angie. L'homme a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire s'est terminée avec peu d'informations rendues publiques. Davis et moi pensions pouvoir enfin tourner la page.
La nuit après le verdict, Davis a bu plus que d'habitude et a confié à son frère Mike des détails qu'il n'avait jamais révélés. Mike en a parlé à sa femme, et Karen, la mère de Davis, a entendu une partie de la conversation. Elle savait pour le cambriolage et que j'avais été agressée, mais elle ignorait qu'il s'agissait d'un viol. D'après ce qu'elle avait entendu, Karen a conclu que j'avais trompé Davis. Beaucoup de choses se sont passées et je voulais donner des nouvelles à tous ceux qui nous ont soutenus et conseillés. Le lendemain de ma publication, Karen s'est présentée chez nous sans prévenir. Davis était au travail et j'étais à la maison avec Samy. Angie et Jacques étaient à l'école. J'ai vu sa voiture se garer dans l'allée. J'ai dit à Samy d'aller jouer dans sa chambre et de ne pas descendre tant que je ne l'appellerai pas. Karen a frappé à la porte avec un grand panier cadeau. J'ai ouvert la porte mais je suis restée fermement dans l'embrasure, l'empêchant d'entrer. Elle a tenté de me donner le panier en disant qu'elle voulait s'excuser en personne. Le panier contenait des chocolats chers, du vin et une carte. J'ai refusé de le prendre. Karen a commencé à pleurer, disant qu'elle avait commis une terrible erreur et voulait réparer les choses. Davis lui avait assuré qu'elle n'avait jamais voulu blesser Angie ou détruire notre famille. Elle voulait juste protéger son fils de la tromperie. Je lui ai répondu que ses actes montraient exactement qui elle était, quelqu'un qui se préoccupait plus de la biologie que des 17 ans pendant lesquels Davis avait élevé et aimé Angie, quelqu'un qui violerait notre vie privée et notre confiance, quelqu'un qui me traiterait de déchet devant mon mari. Karen a tenté de s'expliquer en disant qu'elle ignorait tout du viol et pensait qu'il ne s'agissait que d'un cambriolage. Si elle avait su, elle n'aurait jamais fait cela. Elle a supplié de pouvoir voir ses petits-enfants, en particulier Angie, qui selon elle, avait besoin de tout le soutien familial possible. Cette remarque m'a mise en colère. Angie n'avait pas besoin de soutien comme si elle était cassée. Elle avait besoin d'être protégée contre les gens qui lui feraient du mal, comme Karen l'avait fait. Je lui ai ordonné de partir et de ne plus revenir. Alors que Karen retournait à sa voiture, Angie est rentrée de l'école. Elle s'est figée en voyant sa grand-mère. Karen a couru vers Angie les bras ouverts. Je me suis interposée entre elle et dit à Angie de rentrer. Angie a regardé Karen avec haine dans les yeux avant de s'éloigner sans un mot. Karen a crié derrière elle, lui demandant pardon et disant qu'elle l'aimait malgré tout. Angie ne s'est pas retournée. Ce soir-là, Angie nous a dit que Karen lui avait envoyé des textos toute la journée pour lui demander de lui parler. Angie avait ignoré les messages mais se sentait mal à l'aise. Nous avons aidé Angie à bloquer le numéro de Karen et informé sa thérapeute de la situation. 2 jours plus tard, Mike a appelé Davis. Mike a expliqué que Karen était anéantie et que notre refus de la laisser s'excuser était cruel. Davis a dit à Mike que Karen avait perdu le droit de faire partie de notre vie lorsqu'elle avait décidé de s'immiscer de manière si destructrice. Mike a alors révélé quelque chose de troublant. Karen n'avait pas seulement comparé l'ADN d'Angie à celui de Davis, elle avait aussi réussi à obtenir des échantillons de nos 3 enfants et les avait fait tester. Les résultats ont confirmé que Jacques et Samy étaient les enfants biologiques de Davis. Karen avait prévu d'utiliser cette information pour convaincre Davis que je l'avais trompé uniquement avec Angie tout en lui étant fidèle pour les 2 autres enfants. Cela a mis Davis encore plus en colère. Karen avait non seulement violé la vie privée d'Angie, mais aussi celle de tous nos enfants. Une semaine après la visite de Karen, Angie est rentrée de l'école bouleversée. Plusieurs camarades la traitaient différemment. Une fille lui a demandé si elle était le produit d'un viol, et si cela faisait d'elle, à moitié criminelle. Angie était dévastée. Nous avons découvert que Karen avait raconté à son groupe de prière à l'église la véritable paternité d'Angie, soi-disant pour demander des prières pour notre famille pendant cette période difficile. Quelqu'un du groupe avait une fille dans l'école d'Angie et la rumeur s'était répandue. Davis a appelé Karen ce soir-là. C'est la seule fois où je l'ai entendue crier. Il lui a dit qu'elle avait trahi Angie de la pire des manières en divulguant des informations privées qui ne lui appartenaient pas. Il l'a averti que si elle tentait à nouveau de contacter un membre de notre famille, nous demanderions une ordonnance restrictive. La réaction de Karen a été d'envoyer un email à tous les membres de la famille, y compris mes frères et sœurs, affirmant que Davis et moi la punissions pour avoir dit la vérité, et que nous l'empêchions de voir ses petits-enfants.
Elle s'est présentée en victime et a suggéré que mon instabilité due à mon traumatisme avait poussé Davis à se retourner contre sa propre mère. La plupart des membres de la famille ont ignoré l'email ou ont répondu en privé pour dire à Karen qu'elle avait dépassé les bornes. Ma belle-sœur Beth, mariée à mon frère, m'a transféré le mail avec une note disant que nous étions peut-être trop durs avec Karen. Beth a dit que Karen était âgée et avait commis une erreur par amour pour son fils. Je lui ai répondu en détaillant exactement ce que Karen avait fait et lui ai demandé comment elle se sentirait si quelqu'un faisait cela à sa fille. Beth s'est excusée et a dit qu'elle n'avait pas eu connaissance de toute l'histoire. Aujourd'hui, Davis et moi avons décidé de rencontrer le conseiller scolaire et le directeur de l'école d'Angie. Nous leur avons expliqué la situation de manière générale, des informations privées avaient été partagées sans notre consentement et cela avait conduit à du harcèlement. L'école a été très solidaire et a immédiatement pris des mesures en discutant avec les élèves concernés et en demandant au conseiller scolaire de suivre régulièrement Angie. Environ 3 semaines après ma dernière publication, nous avons reçu une lettre d'un avocat représentant Karen. La lettre réclamait un droit de visite des grands-parents avec nos 3 enfants, affirmant que la rupture soudaine de la relation entre Karen et ses petits-enfants leur causait du tort. Davis et moi avons consulté une avocate spécialisée en droit de la famille. Elle nous a expliqué que, dans notre État, les grands-parents peuvent demander un droit de visite sous certaines conditions, mais ils doivent prouver que la perte de contact avec eux causerait du tort à l'enfant. L'avocate nous a conseillé de documenter toutes les actions nuisibles de Karen, y compris le test ADN non autorisé et la divulgation d'informations privées qui avaient conduit au harcèlement d'Angie. La situation s'est encore compliquée lorsque nous avons découvert que Karen avait contacté Angie via le téléphone d'une amie de l'école. Angie ne nous en avait pas parlé car elle ne voulait pas aggraver la situation. Karen lui avait dit que Davis et moi étions injustes, qu'elle avait le droit de voir sa petite fille et qu'Angie devait nous convaincre de la laisser revenir dans nos vies. Angie a fini par nous montrer les messages après que Karen lui ait proposé une rencontre secrète dans un centre commercial. Angie était mal à l'aise avec l'idée mais se sentait coupable à cause de la situation. Nous avons rassuré Angie qu'elle n'avait rien fait de mal et que le comportement de Karen était inacceptable. Nous avons organisé une autre réunion avec l'école pour expliquer cette nouvelle évolution. L'école a été très solidaire et a aidé à faire comprendre aux élèves qu'ils ne devaient pas transmettre de messages ou de téléphone à Angie de la part de sa grand-mère. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Mike, le frère de Davis, est venu chez nous un soir. Il a demandé à parler en privé avec Davis et moi. Une fois seul, Mike s'est effondré. Il s'est excusé pour son rôle dans cette histoire et a admis avoir aidé Karen à obtenir les échantillons ADN. Karen l'avait convaincu qu'elle voulait seulement vérifier que Davis était bien le père des 3 enfants pour se rassurer après avoir entendu Davis parler dans son sommeil. Mike a expliqué qu'il n'aurait jamais imaginé que Karen dévoilerait les résultats de cette façon. Il pensait que, si le test révélait que Davis n'était pas le père biologique d'Angie, Karen en aurait d'abord parlé en privé avec lui. Mike était rongé par la culpabilité depuis que tout cela s'était produit. Davis était furieux contre son frère et lui a demandé comment il avait pu trahir notre confiance de cette manière. Mike n'a pas eu de bonne réponse, si ce n'est que leur mère avait toujours su comment le manipuler et qu'il avait toujours cherché son approbation, malgré sa colère contre elle. Davis a dit à Mike qu'il appréciait son honnêteté. Mike a proposé de signer une déclaration écrite sur les actions de Karen pour notre avocate, ce qui pourrait nous aider si Karen engageait une procédure judiciaire pour obtenir des droits de visite. Une semaine plus tard, nous avons reçu une notification officielle. Karen avait déposé une demande formelle pour obtenir des droits de visite sur ses petits-enfants. Notre avocate nous a expliqué que le dossier était faible, mais que nous devrions tout de même comparaître au tribunal. L'audience a été fixée 1 mois plus tard. Pendant ce temps, Karen a intensifié sa campagne pour se faire passer pour une victime. Elle a contacté de nombreux membres de la famille et des amis en leur disant que nous la tenions éloignée de ses petits-enfants pour une simple erreur, qu'elle n'avait fait que tenter de protéger son fils d'une épouse qui lui aurait menti pendant des années. La veille de l'audience, nous avons reçu un appel téléphonique surprenant, c'était le pasteur de Karen. Il s'est présenté et a expliqué que Karen avait partagé sa version des faits avec la communauté de l'Église. Mais après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Angie était harcelée à cause d'informations provenant de son groupe de prière, il s'est inquiété.
Le pasteur nous a appelés pour s'excuser du rôle que sa congrégation aurait pu jouer dans la diffusion d'informations nuisibles. Il a également ajouté qu'après avoir longuement discuté avec Karen, il était inquiet de son incapacité à reconnaître le mal qu'elle avait causé. Il s'est proposé de témoigner en notre faveur si nécessaire, expliquant que même s'il soutenait les membres de sa congrégation, il ne pouvait tolérer des comportements nuisibles envers des enfants innocents. Nous l'avons remercié mais lui avons dit que nous espérions ne pas avoir besoin de son témoignage. L'audience au tribunal a été brève. Karen est venue avec son propre avocat, qui a plaidé qu'elle avait eu une relation affectueuse avec ses petits-enfants pendant des années, avant que nous ne coupions brusquement tout contact. Karen a témoigné qu'elle avait commis une erreur par souci pour son fils, mais que ses intentions étaient bonnes. Lorsque notre avocate a présenté des preuves des actions de Karen, le visage du juge est devenu de plus en plus sévère. Angie avait rédigé une déclaration remise au tribunal. Elle y expliquait qu'elle avait aimé sa grand-mère mais qu'elle se sentait désormais trahie et en insécurité avec elle. Elle a décrit comment les actions de Karen avaient conduit au harcèlement et comment Karen avait tenté de la manipuler pour organiser des rencontres secrètes. Le juge a rejeté la demande de Karen, déclarant que ces actions montraient un mépris du bien-être des enfants. Il a émis une ordonnance restrictive temporaire interdisant à Karen de contacter qui que ce soit d'entre nous pendant 6 mois, après quoi la situation serait réévaluée. Karen s'est effondrée dans la salle d'audience. En sortant, elle a crié à Davis, « Comment peux-tu faire cela à ta propre mère ?» Davis n'a pas répondu. Dehors, Mike nous attendait. Davis lui a demandé de dire à Karen que si elle continuait à répandre des mensonges ou à tenter de nous contacter, nous engagerions des poursuites plus définitives. Ce soir-là, Davis et moi avons discuté de l'impact de cette situation sur notre famille. Malgré le stress et la douleur, nous avons convenu que cela nous avait rapprochés. Le lien entre Angie et Davis s'était renforcé, car elle avait fait preuve d'une maturité au-delà de son âge en soutenant sa sœur. Même Sammy, alors âgé de 8 ans, semblait avoir compris à sa façon que la famille se définissait par l'amour et la protection, pas seulement par les liens du sang. Davis m'a avoué qu'il s'était parfois interrogé sur la paternité d'Angie au fil des ans, mais qu'il avait toujours chassé ses pensées. Les résultats ADN, bien que révélés de manière brutale, lui avaient apporté une forme de soulagement étrange. La question qui le hantait depuis longtemps avait trouvé une réponse. Angie n'était pas sa fille biologique, mais cela ne changeait en rien ses sentiments. Au contraire, cela rendait leur relation encore plus spéciale car elle était basée sur le choix et non sur la génétique. Nous sommes toujours en train de guérir, mais chaque jour est un peu plus facile. La situation d'Angie à l'école s'est améliorée. Le harcèlement a cessé après l'intervention de l'école et Angie a trouvé du soutien auprès de ses vrais amis, qui ne se soucient pas de ses origines. En ce qui concerne Karen, nous n'avons plus eu de contact direct depuis l'audience. Mike nous a dit qu'elle restait bouleversée mais qu'elle semblait enfin comprendre que ses actions ont des conséquences. Si un jour nous rétablirons ou non une relation avec elle reste à voir. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la guérison de notre famille. J'espère que tout le monde va bien. Notre famille se porte très bien, même si quelques événements ont eu lieu récemment. Tout d'abord, Sammy connaît maintenant l'histoire de sa sœur. Lorsqu'elle a enfin eu 10 ans, nous avons estimé que c'était le bon moment pour lui en parler. Angie lui a posé quelques questions mais semble bien comprendre la situation. Elles ont eu une discussion entre sœurs, ce qui leur a fait beaucoup de bien à toutes les deux. Angie est à l'université depuis un certain temps maintenant et il semble qu'elle poursuivra ses études en biologie. Elle n'a pas changé d'avis, tant que cela la rend heureuse, cela nous rend heureux aussi. La raison pour laquelle j'écris à nouveau concerne ma belle-mère. Qui d'autre ? Il y a quelque temps, pendant qu'Angie était à l'université, Karen a recommencé à la harceler. Vous vous souvenez que Karen était censée suivre une thérapie ? Soit cela n'a pas fonctionné, soit c'était un mensonge dès le départ. Quoi qu'il en soit, Angie et nous avions décidé de maintenir un contact zéro avec elle. Mais Karen a commencé à lui envoyer des messages puis des emails. Voyant qu'Angie ne répondait pas, elle a utilisé un nouveau numéro, car Angie avait bloqué l'ancien, et s'est présentée comme sa grand-mère dans le premier message, ce qui a suffi à Angie pour la bloquer immédiatement à nouveau. Dans ce premier message, Karen disait que maintenant qu'Angie était loin de notre influence, elle pourrait renouer contact et reconstruire leur relation.
Angie a tout de suite vu la manipulation et l'a bloquée. Il est probable qu'elle ait aussi tenté de l'appeler, mais ensuite sont arrivés les emails. Ils étaient tous du même style, ne laisse pas la manipulation de tes parents continuer à t'affecter, et des choses du genre. Nous ne savons pas pourquoi Karen est aussi obsédée par Angie. Nos hypothèses sont que le rejet d'Angie l'a tellement perturbée, ou qu'elle n'ose pas faire la même chose avec ses autres petits-enfants car elle sait que nous interviendrions immédiatement. Angie l'a bloquée partout et espère que cela suffira. Au moins depuis 2 mois, nous n'avons plus eu de signe d'elle. Nous en avons parlé à notre avocate, mais à moins qu'elle ne fasse à nouveau quelque chose de grave, nous ne pouvons pas demander une nouvelle ordonnance restrictive. Nous pourrions encore intenter un procès pour les propos qu'elle a tenus à propos d'Angie et qui ont conduit à son harcèlement à l'école. Mais comme à l'époque, nous avons consulté Angie pour savoir si elle souhaitait porter plainte et elle a dit non. Elle ne voulait pas que cela devienne une affaire publique et que les gens continuent d'en parler. Elle souhaitait que le sujet soit clos au plus vite. Nous avons respecté sa décision. Heureusement, tout le monde a gardé ses distances avec Karen ou nous a protégés d'elle. Le seul qui a eu un contact occasionnel est Davis, uniquement parce qu'il s'est retrouvé à des événements familiaux sans savoir qu'elle y serait. Karen lui a dit qu'elle était triste car ses enfants ne lui parlaient plus et qu'une partie de la famille la traitait comme une moins que rien. Je ne trouve pas cela injuste car c'est exactement ce qu'elle mérite. Davis pense que c'est encore de la manipulation et nous sommes d'accord. Elle a même été priée de quitter l'un de ces événements car Davis ne voulait pas lui parler et sa présence rendait tout le monde nerveux. Elle a été exclue de toute invitation future dans cette maison. Nous restons fermes surtout Davis sur notre décision de ne plus avoir aucun contact avec elle. Elle n'a montré aucun véritable remords ni aucun effort pour changer. Karen est restée aussi manipulatrice qu'avant, et pour cette raison, nous ne ressentons aucune culpabilité que la famille l'ait écartée. C'est tout. Il y a quelque temps, pendant qu'Angie était à l'université, Karen a recommencé à la harceler. Vous vous souvenez que Karen était censée suivre une thérapie ? Soit cela n'a pas marché, soit c'était un mensonge. Dans tous les cas, Angie et nous avions choisi de continuer à ne pas avoir de contact avec elle. Mais Karen a commencé à lui envoyer des messages, puis des emails. Voyant qu'Angie ne répondait pas, elle a utilisé un nouveau numéro, car Angie avait bloqué l'ancien, et s'est présentée comme sa grand-mère dans le premier message, ce qui a suffi à Angie pour la bloquer immédiatement à nouveau. Dans ce premier message, Karen disait que maintenant qu'Angie était loin de notre influence, elle pourrait se reconnecter et renouer leur relation. Mais Angie a vu la manipulation et l'a immédiatement bloquée. Il est probable qu'elle ait aussi tenté de l'appeler, mais ensuite sont arrivés les emails. Ils étaient tous dans le même ton, ne laisse pas la manipulation de tes parents continuer à te contrôler, etc. Nous ne savons pas pourquoi elle s'acharne autant sur Angie. Nous pensons que soit le rejet d'Angie l'a perturbée, soit elle sait qu'elle ne peut pas faire cela avec les autres petits-enfants car nous interviendrions. Angie l'a bloquée sur tous les canaux et espère que cela suffira. Depuis 2 mois environ, Karen n'a plus donné signe de vie. Nous avons consulté l'avocate mais à moins qu'elle ne fasse quelque chose d'illégal, nous ne pouvons pas demander de nouvelles ordonnances restrictives. Il serait encore possible d'intenter un procès pour les propos qu'elle a tenus et qui ont conduit au harcèlement d'Angie à l'école. Mais comme à l'époque, nous avons consulté Angie pour savoir si elle voulait poursuivre, et elle a dit non. Elle ne voulait pas que cela fasse encore parler et préférait que tout se termine au plus vite. Nous avons respecté son choix. Heureusement, tout le monde s'est éloigné de Karen ou nous a protégés d'elle. Le seul qui a eu des contacts est Davis, mais seulement lorsqu'il s'est retrouvé par hasard à des événements familiaux où Karen était présente sans qu'il le sache. Karen lui a dit qu'elle était triste que ses enfants lui tournent le dos et que sa famille la traite comme une moins que rien. Personnellement, je trouve qu'elle mérite ce traitement. Davis pense aussi que c'est une nouvelle tentative de manipulation. Elle a même été priée de quitter un de ces événements car Davis ne voulait pas lui parler et elle mettait tout le monde mal à l'aise. Elle n'a plus été invitée depuis dans cette maison. Nous restons fermes surtout Davis dans notre décision de ne plus avoir aucun contact avec elle. Karen n'a pas montré de regret ni fait d'effort pour changer. Elle reste aussi manipulatrice qu'avant. Nous ne ressentons aucune culpabilité à ce que la famille ait choisi de la mettre à l'écart. Voilà, c'est tout.